Levé de rideau avec aujourd'hui François Rage. Merci François Rage d'être avec nous. Vous êtes Bonjour. le maire de Cournon. Vous êtes aussi premier vice-président de Clermont-Auvergne Métropole, en charge des mobilités durables et président du SMTC, syndicat mixte des transports en commun de l'agglomération clermontoise. Merci d'avoir trouvé le temps dans votre emploi du temps d'être là. Votre premier métier, votre métier de base, c'est enseignant, directeur d'école. Et c'est pas un hasard si je commence par ça tout de suite. Ce qui se passe en ce moment en France doit forcément interpeller le prof que vous étiez, que vous demeurez. Oui, tout à fait. Il y a seulement un an que je ne suis plus enseignant, puisque j'ai arrêté au moment où je suis devenu maire, et c'était il y a pile un an, au moment des élections. Donc je reste très proche de mes anciens collègues et très proche de leurs préoccupations. J'étais même ce matin avec l'inspectrice de l'Éducation nationale pour discuter de la situation aujourd'hui, de la situation sanitaire dans les écoles. Vous pensez qu'il y aura des traces sur nos jeunes ? Les enseignants font le maximum pour qu'il n'y ait pas de traces. Il est possible que pour une catégorie de population, celle qui est le plus en distance avec l'école, celle qui a le plus de mal à revenir, je sais que dans mon école, par exemple, j'accueillais des enfants de voyageurs et aujourd'hui, ils ne sont pas tous revenus parce que c'est une appréhension pour eux trop importante pour pouvoir se rendre dans les locaux. Donc il y a des catégories d'enfants où il peut y avoir, oui, des conséquences. On va espérer que l'école, les années suivantes, récupérera ses retards, peut-être emmagasinés pendant ces temps-là, mais il y aura des conséquences, c'est sûr. L'âge bien, c'est un sujet de préoccupation pour vous. Vous m'avez confié que c'était la première fois que vous montiez sur cette scène, peut-être pas dans la salle bien sûr, mais sur la scène, et vous avez immédiatement pensé à votre fille qui est actrice et qui en ce moment, la pauvre, comme les autres, ne peut pas travailler. Tout à fait. Au lieu d'être confinée à Paris, elle est confinée chez nous, en Auvergne, c'est quand même plus simple. Ça, c'est peut-être pas plus mal. Ça, c'est pas plus mal. Et elle est en attente avec assez de désespoir de théâtre qui rouvre pour qu'elle puisse s'exprimer, pour qu'elle puisse jouer. Et voilà, il y a des choses en perspective, mais les incertitudes pèsent sur ce qui sera programmé. Donc j'ai vraiment une pensée pour elle, parce que j'imagine aussi ce que c'est que de rentrer sur une scène. Je ne l'avais pas fait, je vois comment ça peut compter dans une vie. Restons encore quelques instants en lien avec tous ces jeunes. Avoir 20 ans en 2020, 2021, probablement 2022, ce sont des moments très compliqués. On est de la même génération, François Rage, vous et moi. On a donc des enfants à peu près du même âge. Comment peut-on davantage les aider aujourd'hui, tous nos jeunes ? Alors on peut les accompagner, moi je vois en tant que maire, je les accompagne par exemple sur des ouvertures de postes de stage, parce qu'il y a beaucoup de stages qui ne se font pas actuellement. On peut les accompagner sur des questions financières, on peut les accompagner sur des questions même alimentaires, de santé, etc. Mais on ne remplacera pas un peu la folie qui est nécessaire à ces âges-là, les bêtises que nous avions. Voilà, les bêtises qu'on peut faire, qu'on doit faire même à un moment, et qu'on ne peut pas faire aujourd'hui parce que on n'a pas le droit de se retrouver avec des amis, même si je pense que certains essayent de s'échapper un peu, mais en tout cas cette légèreté qui est nécessaire, me semble-t-il, pour ce passage à l'état d'adulte, ce moment dont on sait peut-être qu'une fois qu'on sera adulte, on ne pourra pas retrouver. Et si on ne le vit pas, je pense que là aussi, ça laisse vraiment des traces. Et ça, on ne peut pas le remplacer. Il faut simplement que, on essaye d'avoir ce message optimiste en disant, allez, ça va aller mieux. Ce moment-là, ces moments de légèreté, vous pourrez les vivre un peu plus tard. J'espère que ce sera le cas, parce que sinon, on aura une génération des 16, 20 ans là, qui aura raté quelque chose d'important, de fondamental pour la construction de leur vie. Et puis je crois qu'on peut aussi profiter de ces caméras pour lancer un petit appel aux chefs d'entreprise, quelle que soit la taille des entreprises. On a la possibilité aujourd'hui, nous les entrepreneurs, et je me positionne en tant que tel, d'aider les jeunes à travers des stages en entreprise, à travers des contrats d'alternance. L'État nous aide aussi. Nous devons, nous aussi, chefs d'entreprise, prendre nos responsabilités. Vous m'autorisez à prendre 30 secondes de votre temps d'antenne pour le dire, parce que je crois que c'est important, il faut aussi le souligner. On parlait de ces moments si compliqués. En préparant l'émission, j'ai repéré 2-3 petites choses que vous avez dites et qui me paraissent être une bonne transition, une passerelle entre votre vie d'avant et votre vie d'aujourd'hui. Donc la vie d'avant, prof, homme des mots, et puis aujourd'hui, l'élu que vous êtes. Vous préférez parler de distanciation physique à distanciation sociale. Vous préférez que l'on parle de gestes protecteurs aux gestes barrières. Oui, je crois que les mots ont leur importance.
Les mots veulent dire quelque chose. Quand on parle de gestes barrières, on imagine une séparation entre les gens. Quand on parle de gestes protecteurs, on imagine au contraire d'une séparation quelque chose qui recouvre, quelque chose qui fait lien. Et je pense que, je ne sais pas pourquoi ces mots n'ont pas été utilisés dans le langage courant, dans les médias, etc. Parce que dans le fond, ça ne change pas grand-chose. Et de la part du gouvernement aussi. Et de la part du gouvernement. Et dans le fond, ça ne change pas grand-chose sur la réalité des choses, mais sur l'appréciation et sur ce qu'on met derrière ces gestes, il y a une différence fondamentale. Et sur la distanciation sociale ou physique, ça, là c'est... C'est énorme, ça. C'est énorme parce que, il n'y a pas de sens à dire une distanciation sociale. Vous vous rendez compte, on n'est pas sur le même niveau, on ne serait pas dans la même case, on ne serait pas dans la même caste, il ne faudrait pas qu'on soit ensemble. Non, c'est curieux que ces mots aient été utilisés, vraiment. François Rage, maire de Cournon, est donc notre invité. Vous étiez adjoint du précédent maire, Bertrand Pasquito, pendant plusieurs années. Et puis un jour, allez, j'ose la question, le moment de François est arrivé ? Oui, je crois que c'est deux moments qui se sont télescopés. Le mien, j'arrivais à maturité et puis avec assez d'expérience pour pouvoir endosser cette responsabilité, parce que c'est une grande responsabilité qu'être maire. Et puis le moment de Bertrand Pasquito, qui voulait aussi passer à autre chose, qui était à la retraite dans son ancienne profession. Je crois qu'il voulait tourner une page, même s'il continuait à être conseiller départemental. Donc ça s'est fait, c'est une transition douce qui s'est fait de façon tranquille. Et ce qui fait qu'aujourd'hui je suis là et que hier midi j'étais avec Bertrand Pasquito et on continue à discuter et à échanger nos points de vue. Est-ce que c'était gagné d'avance ? Peut-être pas d'être nommé comme candidat et avoir l'investiture, mais d'être maire. Alors, pour être nommé pour l'investiture, à un moment, ça a apparu comme une certaine évidence, donc ça m'a facilité les choses. Pour être maire, ça n'est jamais gagné d'avance. Il faut toujours partir avec l'idée que c'est un challenge qu'on relève, qu'on ne le fait pas pour soi, mais qu'on le fait pour la population, pour les gens qui vont nous élire et pour les gens qui n'auront pas voté pour nous, mais qu'à un moment, on va piloter, diriger dans le cadre Une fois l'élection faite, vous êtes le maire de tous. De tous, exactement. Il ne faut jamais l'oublier. Notamment dans nos rapports à l'opposition, aux élus de l'opposition qui doivent trouver toute leur place, et on doit leur laisser toute leur place parce qu'eux aussi représentent une partie de la population. Donc ça n'était pas évident, mais après j'ai fait une campagne très longue, très ouverte, très appuyée sur le regard des gens, ce qu'ils avaient envie, quel projet on pouvait monter ensemble. Et puis j'ai fait aussi la réunion de toute la gauche. Et je crois que c'était important. Ça, c'est un sacré challenge. Et ben voilà, j'y suis arrivé, donc sur ma liste. Vous avez réussi comment ? Vous pourriez donner peut-être des conseils à Anne Hidalgo ? Moi, je me garderai bien de donner des conseils. Je pense qu'elle y réfléchit beaucoup, puis qu'elle a des conseillers très performants. Non, sur mes convictions, voilà, j'ai réuni sur ma liste, il y avait des membres, des adhérents du Parti des Verts, du Parti du Communiste, des PRG, GRS, enfin il y avait toute la gauche. Pourquoi les Verts seraient-ils toujours et forcément à gauche ou de gauche ? Ceux que je connais ont des valeurs qui sont proches des miennes. Aujourd'hui, moi, je me qualifie social-écologiste, et on a des valeurs qui se rapprochent parce qu'on est respectueux de l'environnement, on est respectueux du monde qui nous entoure, et ce qu'on fait, on ne le fait pas nécessairement pour nous, mais on le fait pour les générations futures, ou pour ce qui va se faire demain. Et je crois que ça, c'est une valeur qui transcende le collectif au détriment peut-être de l'individu, et c'est ce qui fait qu'à un moment, je pense qu'on est plus François Rage, j'ai l'impression d'avoir déjà entendu ce discours de la bouche de Flavien Neuville. Il était là, à votre place. Il a dit les mêmes choses que vous, et vous ne votez pas au même endroit. Non, tout à fait. Alors Flavien Neuville est à l'UDI, donc c'est pas non plus ce que je qualifie plutôt du centre-droit. On a certains, avec Flavien, on se connaît très bien, on a certains points communs, je crois. Après, c'est peut-être dans les radicalités, nos radicalités qui ne sont pas les mêmes. Quand je regarde sur ce qu'il peut écrire sur les réseaux sociaux, etc., je ne me retrouve pas nécessairement dans ce qu'il peut écrire, mais sur notre appréciation du développement durable, peut-être. Sauf que Flavien, mais je ne vais pas parler de Flavien, mais moi je pense que toute action, aussi petite soit-elle, a son importance. Et Flavien est plutôt de ceux qui pensent qu'il faut que la Chine s'en occupe d'abord pour qu'il y ait des vrais résultats. Voilà. Emmanuel Macron, que je n'ai pas encore reçu. Emmanuel Macron... je vous le souhaite. Pourquoi pas ? Ça ferait de l'audimat, c'est sûr. A prouvé qu'aujourd'hui, en tout cas, lorsqu'il est devenu président de la République, on n'avait plus a priori besoin des clivages politiques. Et ce qu'il a montré a quand même bouleversé beaucoup
la classe politique ou les classes politiques. Est-ce que vous faites partie de ceux qui estiment qu'il faut peut-être pas revenir au clivage politique, mais au socle politique, de gauche, de droite, de gauche? Moi, je pense qu'ils existent toujours. Et on se trompe quand on dit qu'il n'y a plus aujourd'hui de clivage ou de socle politique. Je pense qu'il existe toujours. Les gens se positionneront sur une échelle, ils vont toujours se positionner. Ils ne vont pas se mettre réellement au centre, ils vont se positionner plutôt à droite, plutôt à gauche. Ce qui est plus interpellé aujourd'hui, me semble-t-il, c'est les partis politiques, dans leur construction, dans leur organisation et dans ce qu'ils représentent pour les gens. C'est plus ça qui est interpellé. Le clivage, il existe toujours. Chacun a ses propres priorités, sera plutôt ouvert aux autres, sera plutôt intéressé par la progression individuelle. Enfin, il y a des choses basiques qui existeront toujours. Donc je pense que ce clivage, c'est ce qui fonde notre République depuis des centaines d'années. Et ça continuera. Là-dessus, moi, je reste convaincu de ça. Par contre, les partis politiques ont sûrement besoin d'être réinterrogés. On n'a pas trouvé mieux que les partis aujourd'hui pour faire fonctionner la démocratie. Il y a quand même des choses à construire, à innover et à créer. En tant que maire, aujourd'hui, est-ce que vous découvrez un pendant de la fonction qui n'était peut-être pas si évidente au démarrage, celle d'être systématiquement pacificateur de vos quotidiens, et je vois que vous souriez à la question. Oui, alors je m'y attendais un peu quand même. En plus, ce à quoi je ne m'attendais pas, c'est la crise sanitaire dans laquelle on est, qui aujourd'hui agace, enfin les gens s'agacent de plus en plus, me semble-t-il, de cette crise, et se tournent vers le maire qui, pour eux, est à la fois presque le bon Dieu, presque parce qu'il devrait tout résoudre, le conciliateur, quelquefois la famille, voilà. Ça va si loin ? Ah oui, franchement, je fais des permanences tous les mois sans rendez-vous, donc c'est tout venant, vous venez, c'est de telle heure à telle heure, et je trouve vraiment en face de moi des gens qui attendent des solutions, mais qui sont au-delà de mes compétences, largement au-delà de mes compétences. Donc, parce que ce qui prouve aussi que les gens ne savent pas des fois vers qui se tourner. Et le maire étant encore l'élu de proximité, il se tourne vers lui en disant « aidez-moi à résoudre mes problèmes ». Mais en quoi seriez-vous dans ces cas-là pacificateur ? Je suis pacificateur parce que j'apaise. Enfin, pour moi, pacifier, c'est apaiser les choses. Et donc, en écoutant, en donnant des pistes, en essayant de prendre à mon compte la crainte, les appréhensions que peuvent avoir les gens, j'apaise les personnes, et comme je peux apaiser les conflits qu'il peut y avoir, des conflits de voisinage, etc. Donc c'est vraiment dans ce cadre-là que je considère qu'on est pacificateur, par sa posture, par son écoute, par les pistes qu'on peut donner. On apaise les situations et on retrouve peut-être un climat du bien vivre ensemble qui est nécessaire aujourd'hui. On a l'impression que cette mission, ce pendant de la mission, c'est presque une motivation pour vous, François Rage ? Ah oui, je pense que ça fait aussi toute mon utilité sociale, et si je fais de la politique, c'est au service du bien public, c'est au service de tous, et ça en fait complètement partie. Si aujourd'hui les élus n'étaient pas dans cette situation, justement de pacificateur, je ne sais pas qui le ferait. Donc non, c'est quelque chose. J'aime les gens. Les profs ? Les profs, tout à fait. Ils le feraient ou ils le font ? Ils l'ont fait. Aujourd'hui, ils sont plus interrogés. On leur fait moins confiance, je pense. Donc c'est un peu plus difficile, parce que ça nécessite d'avoir la confiance des gens pour pouvoir justement les écouter et les apaiser. Donc les profs le font moins. Il y a sûrement les prêtres qui le faisaient à un moment. Mais aujourd'hui, voilà, il y a des élus qui sont sur ce terrain-là. Et moi, j'aime les gens. Je crois que c'est aussi pour ça que je fais de la politique. J'aime les gens et je le montre à travers l'écoute que je peux avoir d'eux. Mais quand on a envie de s'engager, comme vous êtes en train de nous le dire, de le révéler, pourquoi faut-il attendre en fait la retraite d'une fonction professionnelle initiale pour aller vers une fonction où vous auriez pu exceller à 40 ans ? Oui, alors j'ai pas attendu ma retraite puisque j'ai arrêté de travailler là pour faire ça. Je suis pas encore tout à fait à l'âge de la retraite. En fait, c'est un parcours de vie. Mon parcours de vie, si on le regarde, c'est un parcours qui est fait d'engagement dans la vie associative, dans la vie syndicale, dans la vie politique. Je pense aussi qu'il faut apprendre le temps. Il y a un temps pour tout. Peut-être qu'à 40 ans ou 30 ans, j'aurais été un maire excellent, mais peut-être que je ne l'aurais pas été de la même façon. Justement, moins dans l'écoute, moins dans la perception réelle de pourquoi je fais ça. Parce que c'est important de savoir pourquoi on fait les choses. Le nouveau maire de Cournon a dit
Être maire, c'est le plus beau des mandats, car c'est celui de la proximité. Je cite François Rage dans le texte. Oui, tout à fait, ouais. Et c'est le mandat sur lequel on ne peut pas se tromper, sur lequel on ne peut pas décevoir. Ah oui, d'accord. Parce que je crois que quand on voit la défiance aujourd'hui des Français, notamment vis-à-vis de leurs élus nationaux, alors que ce soit le gouvernement, mais que ce soit aussi les députés, si demain il y avait une défiance envers les élus locaux, que sont les maires, je serais très inquiet pour notre démocratie. Parce que je pense qu'on est les derniers remparts pour une cohésion qui fait que cette société, elle continue à avancer, elle continue à pouvoir vivre ensemble, à produire des projets et dans le respect de chacun. Donc c'est pour ça que c'est le plus beau des métiers, parce qu'on a une responsabilité qui est immense. Enfin moi je trouve qu'on a une responsabilité immense et que j'essaye d'assumer au mieux en tout cas, au bénéfice de tous. Je l'ai dit en ouverture d'entretien avec vous, François Rage, vous êtes le premier vice-président de Clermont-Auvergne Métropole en charge des mobilités durables. Vous êtes président du SMTC, syndicat mixte des transports en commun de l'agglomération clermontoise. Alors, les mobilités durables, c'est pas uniquement de trouver le moyen d'aller d'un point A à un point B, en vélo, en avion, en bateau. Non, les mobilités, c'est en fait tout ce qui va concerner nos vies. On en revient aux jeunes dont on parlait, à votre fille qui aurait la possibilité ou pas d'être sur cette scène. Les mobilités, c'est des mobilités culturelles, des mobilités intellectuelles, les transports de data quelque part. C'est immense les mobilités. Oui, souvent on fait un raccourci, on assimile mobilité à déplacement. On ne parle plus aujourd'hui de déplacement, parce que les déplacements c'est réducteur, souvent en plus c'est que des déplacements de personnes. Alors quand on parle de mobilité, on parle de mobilité de personnes bien évidemment, mais aussi de mobilité d'usage, de mobilité de colis, voilà, ou une mobilité de data, de données, etc. Donc c'est vraiment un sujet que je qualifie là de fondamental pour la vie des gens, parce que tout le monde a besoin de mobilité. C'est le sujet de la prochaine décennie ? Oui, je pense que c'est le sujet de la prochaine décennie, et d'ailleurs la métropole et son président Olivier Bianchi, avec qui je travaille très souvent, de façon très soutenue. Et qui était sur ce fauteuil il y a quelques semaines. Très bien. Et du coup, on en a fait le sujet central de cette mandature pour la métropole, parce que c'est le quotidien des gens. Et les élus, ils sont là pour améliorer le quotidien des gens. Donc c'est au cœur de nos préoccupations. Mais on a quand même le sentiment que ce sujet, vous le prenez à bras-le-corps, vous les élus, parce que pour l'instant, il a un peu de mal à entrer dans la population. Oui, parce que souvent, ces sujets-là, ils nécessitent, quand on passe à la phase des actions, des modifications des comportements, des modifications des habitudes, des modifications de notre quotidien. Et pour un individu lambda, c'est pas simple de se mettre en mouvement pour modifier son habitude, se dire tiens, moi, avec ma voiture je vais passer par là, ou il va falloir que je me déplace autrement, ou il va falloir que je prenne en compte. Je pense mes vacances autrement, ça, parce voilà. Qu'aujourd'hui on n'a plus les mêmes moyens de locomotion. Exactement, donc c'est des habitudes. La modification du comportement, c'est toujours compliqué, et je pense que s'il n'y a pas à un moment un élu qui est là pour faire un peu levier, pour faire un élément perturbateur qui va un peu bousculer, et on voit d'ailleurs que ça bouscule un peu tous nos débats, on ne met pas les gens en mouvement, donc on a besoin d'être là pour ça. Je pensais à vous en préparant cette émission, forcément, dans mon bureau, je vais vous faire une confidence, j'ai un tableau de Magre de la place de Jaude avec un élément très important du tableau, et il m'a frappé, c'est le tram. Et je me suis dit, il y a quelques années, on n'aurait pas mis le bus, un peintre n'aurait pas peint le bus ou une voiture, et là il a peint le tram. Le tram, par définition, c'est une réussite du paysage métropolitain. Comment l'expliquez-vous ? C'est un vrai objet urbain aujourd'hui, d'ailleurs qui porte ces messages, puisqu'on utilise ses côtés pour faire des messages, alors pas publicitaires, mais pour porter la candidature UNESCO, etc. Donc c'est un vrai objet métropolitain, et les gens se sont appropriés. Comme un Parisien s'est approprié son métro, il ne se pose pas la question, il descend, il monte dans le métro, il se déplace. Nous, les gens se le sont appropriés et ont intégré aussi qu'il a transformé, au-delà de leur mode de déplacement, il a transformé leur regard sur l'urbanisme. Imaginons-nous ce qui était avant. Peut-être même le regard sur l'autre. Et sur l'autre, tout à fait, oui. Puisqu'il crée des liens. C'est un outil qui crée des liens. C'est pour ça que ça fait partie de la mobilité. La mobilité, c'est à la fois des questions de transport, mais c'est aussi des questions sociales, puisqu'on rassemble les gens. C'est des questions de développement durable, puisqu'en travaillant sur la mobilité, on travaille demain sur moins de pollution. Ça traite aussi la mobilité aux questions économiques.
parce que je crée de la richesse, je fais travailler des gens, etc. Donc c'est vraiment transverse à l'ensemble des politiques publiques qu'on peut définir là, on ensemble. sent que j'ai touché du doigt quelque chose qui vous passionne là. Ah oui, ça me passionne. D'ailleurs, il faut que ça me passionne, parce que ça me demande beaucoup d'énergie et beaucoup de temps. Et c'est quelque chose qui me passionne, parce que je crois réellement qu'à travers la mobilité, on touche le quotidien des gens et on peut améliorer leur vie de tous les jours. Bon, François Rage, encore quelques questions. Quand vous n'êtes plus maire, le soir ou le matin de bonne heure, quand vous n'êtes plus président du SMTC, vous faites quoi pour vous ressourcer? Actuellement, pour me ressourcer, je fais un peu de marche à pied. Donc, je m'occupe de mes petits-enfants aussi, quand j'essaye de trouver du temps pour m'occuper de mes petits-enfants. Et puis, je lis des magazines, je lis des journaux beaucoup, parce qu'il faut trouver du temps pour se ressourcer soi-même, pour pouvoir aussi avoir une hauteur suffisante pour pouvoir aborder des débats de façon sereine et constructive. Vous apprenez à nouveau et toujours à être pacificateur. C'est ça, voilà, exactement. Et j'essaye d'être bien avec ma famille, avec mon épouse, mes enfants. Préserver ces moments qui sont courts, parce que quand on est élu, on fait vraiment des grosses journées. Donner une qualité aux moments qui restent au sein de la famille. Merci de nous avoir donné cette qualité par rapport au regard que vous nous avez offert de votre engagement et de celui de l'ensemble des élus. Une dernière question que je pose à tous mes invités. Voilà, l'opéra est pour vous, François Rage. L'opéra est pour vous, vous êtes sur cette scène. Imaginons qu'il y ait des gens là, vous leur dites quoi et qui est là pour vous? Alors, qui que ce soit, j'aurais un discours optimiste, du style tenez bon, on va s'en sortir ensemble et on sera encore plus fort après. François Rage est-il invité de Lever de Rideau? Merci. Merci beaucoup.